Émission obligataire internationale, Bénin, premier émetteur souverain d'Afrique de 2025. 1 milliard de dollars US mobilisés. Et j'ajouterai, la République du Bénin a fixé avec succès les modalités de sa nouvelle émission obligataire internationale, mobilisant 500 millions de dollars avec une échéance finale de 16 ans. L'émission, dont la durée moyenne est plus longue de 3 ans que celle émise en février 2024, affiche un coupon en euros de 6,48% grâce à une opération concomitante de couverture de change dollar-euro portant sur l'intégralité du montant émis. Parallèlement, le pays a conclu un crédit international avec Deutsche Bank, la banque allemande, de 500 millions d'euros pour une maturité finale de 15 ans et un taux d'intérêt avantageux équivalent à 6%, incluant les frais de garantie à la date communiquée du gouvernement. Ainsi titrait le journal Nouvelle Économie en sa parution du 20 janvier 2025. Le Bénin, qui, une fois encore sur le marché de l'emprunt, aura marqué son territoire, un succès salué de partout par 7 ans que nous traversons et que nous connaissons. Qu'est-ce qui nous vaut ce succès? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces sorties du Bénin sur le marché des emprunts? Pour en parler, je reçois celui-là même qui titrait, qui écrivait cela dans la parution de ce journal. Le directeur de publication de Nouvelle Économie est avec nous. Casimir Kedjo, bonjour. Bonjour Saturnin Djosso, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et financières. Merci d'avoir effectué le déplacement depuis Calavi pour Porto Novo, ce n'est pas facile. Tout le plaisir pour nous. C'est ce que vous titriez ce jour-là. Dites-nous déjà pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle d'émissions souveraines, sorties, emprunt obligataire. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de ça? En français facile, je peux dire. Voilà, en français facile, en 2 mots, c'est une mobilisation de ressources pour le budget. Vous savez, chers téléspectateurs, qu'ici à l'Assemblée nationale, le mois de décembre, enfin le dernier trimestre, est consacré à la session budgétaire. Tout ce qui va se passer l'année qui va suivre, c'est-à-dire l'année N+1, nous sommes en 2025 actuellement, et donc ce qui va se passer en 2026, l'Assemblée nationale vote, les Béninois représentés ici donnent leur aval, oui ou non, et depuis près de 10 ans, ce n'est que du oui que nous recueillons par ici. Et donc, lorsque ce budget vient à être voté, l'État a la possibilité d'aller chercher le financement pour ces projets, soit sur le marché domestique, c'est-à-dire au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les téléspectateurs savent que le Bénin appartient donc à cette union-là. Le Bénin appartient à la CEDEAO. Et donc, ici, c'est l'UEMOA qui offre la possibilité au Bénin de venir chercher de l'argent au niveau des banques pour donc financer ces projets-là. Ou bien, le Bénin peut aller à l'international, c'est-à-dire sur des marchés plus étendus, plus complexes, mais plus prolifiques, pour aller chercher donc le financement nécessaire pour les projets. Et les projets ici, c'est beaucoup plus les investissements, c'est aussi le fonctionnement. On a besoin d'argent pour donc construire les infrastructures routières, pour réaliser les écoles, pour donner à manger au bout de chou, pour faire beaucoup de choses. Donc, pour aller chercher cet argent-là, nous avons besoin d'émettre des titres. C'est des papiers que le Bénin émet pour dire « je veux de l'argent ». Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est un pays essentiellement fiscal. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons absolument rien en dehors du coton. Nous en avons un peu. Nous en avons un peu. Un tout petit peu. Et nous n'avons pas encore industrialisé cela. Voilà. Et ça ne nous rapporte pas encore de devises. Et donc, l'argent ici, pour dépenser chaque année, on a besoin d'un mécanisme. Et c'est cela qui amène les gouvernants chaque fois à descendre sur le marché financier régional ou sous-régional ou international pour donc aller collecter et revenir à la maison, au trésor public, pour émettre, donc, pour pouvoir dépenser. Donc, en français facile, pour ne pas compliquer, c'est la recherche donc, de financement hors recettes fiscales, hors
tout ce que nous pouvons faire. C'est donc ce mécanisme-là qu'on peut désigner, la nature de ces mécanismes-là qu'on peut désigner par l'emprunt obligataire, par donc, ces différents instruments-là. Donc c'est la même chose qu'on a au fond quand on parle d'émissions obligataires internationales, l'emprunt obligataire, tout ça, c'est aller sur le marché, aller chercher de l'argent pour venir financer le développement. Je précise. Pourquoi est-ce que je dis développement? Parce qu'on a entendu le président de la République dire que tant qu'il ne va pas chercher cet argent pour investir dans le paiement des salaires et que c'est dans ce qui est structurant, c'est dans ça qu'il investit cet argent, que le Bénin s'en sort plutôt bien. Avant de revenir, je disais en introduction que sur ce marché de l'emprunt, le Bénin a du succès, parce que nous apprenons qu'il y a des pays qui disent « je veux avoir de l'argent », mais qui n'arrivent pas à en avoir, qui n'arrivent pas à mobiliser le montant qu'ils souhaitent. Mais le Bénin, pour ces sorties-là, de plus en plus, il trouve plus que ce qu'il demande, et se dit « bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'ai demandé ceci, je prends, je me retiens ». Qu'est-ce qui nous vaut ce succès? Qu'est-ce qui nous vaut ce succès? Je partirai déjà de l'exemple qui est là, l'actualité. C'est la Côte d'Ivoire qui est allée chercher 111 milliards pour racheter sa dette. Mais figurez-vous que les emprunteurs n'ont pas manifesté d'engouement pour les titres de la Côte d'Ivoire. Cela s'est passé hier seulement, hier lundi sur le marché financier sous-régional. Et actuellement, sur les chaînes internationales, le Sénégal est cité, le Fonds monétaire international a fermé donc son portefeuille au Sénégal parce qu'il y a un mensonge de dette qui a été dévoilé par le régime actuel et qui fait qu'aujourd'hui, le Trésor sénégalais a des difficultés. Alors, je partirai de ces deux exemples pour dire qu'ici, au Bénin, nous n'avons pas de ces cas-là. Nous n'avons pas de ces cas parce qu'il y a une certaine transparence dans la gestion du budget. Vous l'avez dit, aujourd'hui, au Bénin, nous travaillons pour les investissements. Nous n'allons pas chercher le fonds donc, des coopérants, nous n'allons pas chercher l'argent des Français, l'argent des Américains, l'argent des Allemands, des Chinois et que sais-je encore, des Ivoiriens, des Togolais pour venir financer les salaires ici au Bénin. Ce n'est pas possible et ce n'est plus possible. Nous travaillons pour investir dans des projets structurants. Nous travaillons pour créer de la richesse. Et lorsque vous travaillez pour créer de la richesse, vous avez donc le retour sur investissement et vous pouvez payer ce que vous êtes allé emprunter, ce que vous êtes allé chercher pour pouvoir investir. Vous avez la capacité de payer. Ça, c'est le premier facteur. Le facteur qui concourt véritablement donc, à ce succès du Bénin, c'est le travail effectué depuis un certain nombre d'années qui ont permis aujourd'hui au Bénin de s'afficher comme un pays transparent sur le plan budgétaire. Nous travaillons pour véritablement asseoir une politique budgétaire des meilleures. Premier niveau d'analyse, c'est qu'il y a les réformes opérées qui ont permis aujourd'hui au Bénin de pouvoir véritablement afficher une certaine transparence budgétaire. Le budget est mis à la disposition du peuple béninois. D'ailleurs, nous en parlons sur le plateau. Ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances qui vient en parler, c'est vous et moi. Et donc, c'est disponible. Les documents sont là. Les documents sont là. À l'Assemblée nationale, vous êtes libre, vous venez à la session budgétaire ou vous êtes à la maison, il y a une télévision qui vous apporte les informations en temps réel. Ça, une télévision et une radio. Et une radio qui vous apporte les informations de la session budgétaire en temps réel. Ça, c'est un acquis. Vous avez également, au niveau donc, de l'État, vous avez de façon trimestrielle le bulletin des finances qui sort régulièrement et qui est mis à la disposition du public. Au-delà de ça, vous avez également qu'aujourd'hui, les trois régies financières et d'autres, d'ailleurs, sont dématérialisées. Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, Saturnin Djossou, et conseiller à votre grand-mère de payer ses impôts en ligne. Elle n'a plus besoin d'aller donc dans les guichets pour payer donc ses impôts. Et donc, tout ça là concourt aujourd'hui à la bonne collecte, à la bonne mobilisation des recettes. Et lorsque vous avez tout ça, vous avez suffisamment de cagnottes et le service de la dette vient maintenant corroborer tout ça. Vous payez à échéance tout ce que vous devez à l'international. Au niveau de la sous-région, vous payez. Et quand tout ça est fait, vous avez, à la fin de l'année ou au milieu de l'année, vous avez des structures de notation qui viennent donc apposer leur signature, leurs notes
sur la gestion économique et financière du pays. Et donc, ces structures-là viennent, je peux citer Standard & Poor's, Moody's et bien d'autres, viennent donc valider la santé économique du pays. Lorsque vous avez cette note et que le Fonds monétaire international, en mission, en ce moment certainement, dans les pays qui ont souscrit donc, au programme des institutions de Bretton Woods, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, en mission, viennent chez vous constater de visu tout ce que vous faites, eh bien, il n'y a pas de quoi ce que monsieur le portefeuille, les bailleurs de fonds puissent donc sortir leur portefeuille et vous signer les chèques lorsque vous avez besoin donc de cagnottes financières. Donc voilà ce qui justifie cela. Mais à tout ceci, nous allons ajouter une crème qu'on a constatée depuis 2 ou 3 ans, c'est que, vous l'avez dit, c'est pratiquement 14 jours d'exercice budgétaire. Nous étions le 16 janvier dernier lorsque l'annonce, le ministère de l'économie et des finances, le gouvernement, j'allais dire, a annoncé donc ce 3e eurobond que nous sommes allés chercher à l'international et qui fait donc la joie du peuple béninois. Et c'est d'ailleurs le premier pays en 2025 à aller sur le marché financier pour collecter à cette hauteur-là 500 millions de dollars x 2. Et en plus de cela, nous avons eu le taux d'intérêt le plus bas sur le marché. Et troisième chose, nous avons eu le délai de remboursement. J'ai 10 000 à rembourser en 5 jours. Et vous, Saturnin Djossou, vous avez 10 000 à rembourser en 30 jours. Nous n'avons pas la même pression. Nous n'avons pas la même pression. Le Bénin a donc eu le meilleur donc, délai de remboursement. Et tous ces 3 facteurs concourent aujourd'hui à qualifier le Bénin d'un pays qui, franchement, séduit les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et que sais-je encore. Meilleur délai de remboursement, oui. Nous allons sur le marché, nous avons du succès, oui. Mais pour beaucoup de Béninois, il y a parfois de l'inquiétude. On se dit, mais nous allons sur le marché de la dette, nous nous endettons trop. À l'Assemblée nationale, ça n'a pas manqué. Le gouvernement, quand le suivi en temps est arrivé ici, les députés l'ont évoqué. Le ministre Romuald Douarahi, le ministre de l'économie et des finances, était là pour rassurer de ce que le Bénin fait de ses dettes et a dit que le Bénin, la situation n'est pas alarmante, comme on pourrait être en train de le dire. À ces Béninois qui nous suivent et qui penseraient aussi que nous allons trop nous endetter. Cette dette-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le pays? Qu'est-ce que vous, spécialistes des questions économiques et financières, vous pourriez placer? C'est une question légitime que les députés posent. C'est d'ailleurs une question légitime que tous les Béninois se posent. Mais un peu comme le ministre les a rassurés, moi je ne viens pas, je ne suis pas politique, je viens dire ceci ce matin. Vous voyez les infrastructures. On ne vous apprend rien lorsqu'on vous dit de quitter Porto-Novo pour Cotonou. Vous voyez ce qui est en train d'être fait. Vous voyez lorsque vous êtes à Glodibé, vous voyez ce qui est là. On ne vous apprend rien. Lorsque vous êtes à Calavi, vous avez vu l'hôpital qui est construit. Lorsque vous êtes toujours à Calavi, vous voyez les méga projets. Vous avez de l'électricité, même si c'est quelques jets de coupure par jour, mais vous avez quand même de l'électricité. Et les finances, les salaires, les enseignants, les AME, tout ça là, vous voyez. Nos enfants mangent quand même un repas à l'école. Vous voyez tout ça. Le coton, ça quitte facilement les champs, ça vient. Vous êtes à Kandi, vous êtes à Banikwara, vous êtes à Kouandeg, ou vous êtes à Niki, vous avez vu le palais royal, vous avez vu Ouida, le Vodun Days. Vous voyez ce qui se passe dans le Mono. Vous voyez beaucoup d'infrastructures aujourd'hui. On peut dire, sans courir le risque de se tromper, que les ministres et les membres du gouvernement, les fonctionnaires d'État se mettent très peu dans les poches et que désormais, les financements vont véritablement là où il faut, dans les projets structurants qui puissent permettre au pays aujourd'hui de mieux se porter. Nous avons moins de 4x4 aujourd'hui en circulation. Nous avons moins de gaspillage des fonds publics aujourd'hui. Nous avons une certaine clarté dans la gestion budgétaire et tout ceci peut concourir à dire que le Bénin ne court pas le risque d'un surendettement ni le risque
d'un mauvais payeur de sa dette. Non, ce n'est pas possible. Si c'était possible, je l'ai dit tantôt à l'entame, le Fonds monétaire international a fermé son robinet au Sénégal. Le Sénégal ne pourra plus bénéficier du financement du Fonds monétaire international. Et quand le FMI dit ça, il faut savoir que sous-jacent, c'est les autres partenaires, déjà la Banque mondiale également, qui prendra une décision pareille. C'est d'autres partenaires techniques et financiers qui prendront également leurs décisions. Et bientôt, la BCEAO va se pencher sur le cas du Sénégal. Nous n'en sommes pas là, et plaise au ciel, nous n'irons pas vers donc, cette crise-là. Le Bénin est en train de mieux gérer. Et je doute fort, nous sommes pratiquement à la fin d'un régime que nous allions à l'alternance au pouvoir en 2016, en 2026, excusez du peu, c'est une bonne chose. Mais je doute fort qu'à la fin de ce régime, le régime qui va succéder au régime actuel puisse trouver un mensonge d'État sur la dette publique. J'en doute très fort. Parce que ici, nous avons, je peux vous dire, nous avons la transparence dans les papiers que nous avons. C'est des papiers qui ont été validés par le Fonds monétaire international. C'est des documents que nous suivons avec la Direction générale du budget. Et donc, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de la cachotterie au niveau donc, de la gestion de la dette publique du Bénin. Il n'y a rien qui soit véritablement sous boisseau que le gouvernement n'ait pas voulu nous montrer. Et donc, je peux rassurer que la question de la dette du Bénin n'est pas une question à risque, c'est une question que les générations futures auront du plaisir à payer. Pourquoi pas? J'allais vous le demander, comment nous payons tout ça, parce que beaucoup se disent, mais comment on va le payer? Là, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. En 2 minutes, comment est-ce que nous payons ça? Vous avez dit, les générations futures, on n'a pas assez de recherche de sous-sol. Notre pétrole, on a promis que cette année, on fera tout pour qu'il jaillisse, on va essayer d'explorer les autres possibilités qu'on pourrait avoir. Essentiellement fiscal, comment on assure que les générations futures vont trouver des ressources pour aller payer tout ça? En 2 minutes au plus. Manga a laissé une dette, Kérékou a laissé une dette, Sogola a laissé une dette, Yaïbouni a laissé une dette que vous et moi avons payée. On n'a pas eu de soucis. Donc certainement, si Talon laisse une dette, mes enfants paieront, vos enfants paieront sans avoir de soucis parce qu'ils trouveront le répondant nécessaire pouvant leur permettre d'avoir des bénéfices, des surplus sur leurs activités pour pouvoir payer. Kazimik Pédior, journaliste spécialiste des questions économiques et financières. Vous êtes le directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Un mot pour finir. Je dis merci à la chaîne et je dis bon courage à vous. Le meilleur reste à venir. Merci à vous, Kazimik Pédior. Merci d'être venu encore une fois de Calavi, très tôt le matin jusqu'à Porto Novo. Ce n'est pas évident. Merci pour ce sursaut. Ce n'est pas facile, mais lorsque vous avez des infrastructures routières qui sont de bonne qualité, vous roulez sans crainte. N'est-ce pas? Merci encore une fois. Mesdames, Messieurs, pour le meilleur, c'est ce qu'il nous a souhaité. C'est aussi ce que nous souhaitons, Mesdames, Messieurs, pour vous. La dernière rubrique de TH Matin, c'est bien évidemment sur la toile. Nous allons la retrouver juste après cette transition de Rikos composée de Manzor à Obobo. C'est le titre.